Il nous reste à voir maintenant comment se déplace AS. Donc, en traçant le graphique, on sait que quand les prix anticipés sont égaux au prix constaté, on va obtenir le chômage, le revenu potentiel et le chômage d'équilibre. Donc ça, c'est le point de départ de la fonction AS de court terme. Et on sait que autour de ce point, c'est-à-dire quand les prix ne sont pas les prix anticipés, plus faibles ou plus forts que les prix anticipés, on a des variations de produits conjoncturels autour de ce point de produit potentiel, de chômage structurel. Quelles sont les raisons qui vont maintenant expliquer que cette courbe-là va se déplacer? Donc, comme on l'a vu, le point central pour construire AS, ça part de cette situation où les prix anticipés sont égaux aux prix constatés. Et donc, AS se déplace, d'accord? AS se déplace si il y a des changements dans les prix anticipés. Imaginons par exemple que on soit sur cette courbe AS, d'accord? Quelque part sur cette courbe, ici. Donc ici, il y a eu la rencontre avec AD, en un point là, qui a fixé un niveau de produit supérieur au niveau potentiel, donc un taux de chômage qui est inférieur au taux de chômage structurel de long terme, avec donc des prix anticipés qui sont inférieurs aux prix constatés. Puisque les prix constatés sont là, et vous voyez, les prix ont augmenté. Les prix anticipés n'ont pas changé, donc ce nouveau prix est supérieur au prix anticipé. Donc un équilibre ici E1 de court terme conjoncturel qui se place au-dessus du revenu potentiel avec un taux de chômage en dessous du chômage structurel. Mais ça, c'est lié au fait que les prix anticipés sont donc différents des prix constatés. Ici, les prix anticipés sont inférieurs aux prix constatés. On est dans un écart expansionniste. Dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Les individus, à la fois prochaine, au moment de renégocier leur contrat de travail, vont réaliser que les prix ne sont pas du tout les prix qu'ils avaient anticipés. Donc, si on appelle les prix anticipés en période 2, donc à la période d'après, les prix anticipés en période 2 vont être supérieurs aux prix anticipés en période 1, de sorte à ce que on anticipe des prix qui aillent dans le sens de l'augmentation constatée des prix. C'est pour ça que je mets une flèche. Donc, à la période 2, qu'est-ce qui se passe? Les individus vont négocier un salaire nominal sur leur fiche de paye qui sera plus élevé puisqu'ils se rendent compte qu'en fait à la période 1, ils ont négocié un salaire nominal qui était plus faible que ce qu'ils voulaient parce que eux, ils veulent un certain pouvoir d'achat et ce pouvoir d'achat-là, il a été érodé par le fait que les prix constatés ont augmenté plus vite que ce qu'ils avaient anticipé. Donc, ils vont négocier un salaire nominal plus élevé en fonction de nouveaux prix anticipés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça change la position de AS. On construit AS en fonction d'un point de départ et ce point de départ, c'est un lien entre les prix anticipés qui sont égaux aux prix constatés et le revenu potentiel. Donc, imaginez que les individus ont anticipé que les prix vont augmenter encore plus vite à la période d'après. Donc, ils anticipent que l'inflation a effectivement changé. Et imaginez que ces individus ne se trompent pas, c'est-à-dire qu'ils aient bien anticipé. Imaginons qu'ils aient anticipé que les prix seront ceux-là. Donc, si ils anticipent que les prix seront maintenant à ce niveau-là, eh bien, si personne ne se trompe, donc si les prix anticipés sont égaux à ce nouveau niveau de prix qui était fixé ici à court terme, eh bien, si personne ne se trompe dans l'anticipation de prix, on devrait revenir à un chômage structurel qui n'est lié qu'au dysfonctionnement du marché du travail. Donc, on devrait avoir un AS qui en fait part de ce point-là, puisque les prix sont correctement anticipés, le niveau de chômage revient au niveau naturel, le niveau de revenu revient au niveau potentiel, et évidemment, si le niveau des prix change différemment par rapport à l'anticipation, eh bien, on a tout ce qu'on a expliqué sur AS, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation conjoncturelle du revenu. On récapitule. On constate des prix qui sont supérieurs à ce niveau des prix anticipés ici, parce que la rencontre avec AD se fait plus haut, et ça, ils l'avaient pas anticipé. Et donc, à la période d'après, ils se disent, bon, si c'est ça, le niveau des prix, moi, j'anticipe que c'est ça le niveau des prix, et donc, je prends en compte ce nouveau niveau des prix qui est, vous voyez, qui est plus haut ici, en considération pour négocier un salaire nominal plus élevé, parce que je veux pas perdre de pouvoir d'achat. Et avec W2 supérieur à W1, c'est-à-dire avec un salaire nominal plus élevé, eh bien, ça augmente le coût du travail. Et donc, vous voyez, c'est ce qui explique qu'on va se déplacer par là. C'est-à-dire que AS, vous voyez, se déplace par là, puisque maintenant, le nouveau prix anticipé amène à un nouveau salaire négocié qui est plus élevé qu'auparavant. Et donc, la fonction d'offre revient vers la gauche. Elle part d'un nouveau point en fonction de nouveaux prix anticipés, PA2, vous voyez,
PA2, ici, supérieur au prix anticipé précédemment parce que les individus se sont rendus compte que les prix avaient augmenté de P1 ici à P2. Donc, on a une nouvelle fonction AS qui part d'un nouveau point de départ qui, je vous le rappelle, se fixe au revenu potentiel avec des prix anticipés qui seraient égaux au nouveau prix. Donc ça, c'est la nouvelle fonction AS. Donc vous voyez, quand il y a une anticipation d'inflation plus élevée, eh bien la courbe AS se déplace vers la gauche et le haut, c'est-à-dire la courbe AS diminue. Diminuer graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe d'une fonction d'offre comme ça, qui était définie à partir d'un point où les prix sont égaux au prix anticipé, d'accord, avec le revenu potentiel. Et là, on constate quoi? On constate que les individus anticipent une hausse des prix. Donc le nouveau point qui égalise le prix et les prix anticipés, il est plus élevé puisqu'on anticipe des prix plus élevés. Et donc vous voyez, AS se déplace vers la gauche, AS est réduite. C'est-à-dire on a le même niveau de production ici, mais pour des prix plus élevés. Évidemment, le cas inverse est vrai. Si jamais les individus, on va refaire le graphique, on va le fixer un peu. Alors vous voyez, AS, on part toujours d'un point pour lequel les prix anticipés sont égaux aux prix constatés. D'accord? Et c'est à partir de ce point-là qu'on construit la fonction AS de court terme. Voilà, donc là on aurait un AS avec le revenu potentiel ici. On constate que les individus, ils ont négocié donc à partir de ces prix anticipés là et ça nous donne cette courbe AS. Mais la rencontre avec AD nous donne un équilibre qui est en écart récessionniste. Ici, on a un équilibre là, où en fait les prix constatés, vous voyez, les prix constatés sont inférieurs aux prix anticipés. Les prix constatés étant inférieurs aux prix anticipés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les entreprises à cette période-là voient leur coût du travail augmenter puisqu'en fait le salaire réel est plus fort que ce qu'ils avaient anticipé. La demande semble plus faible que ce qu'elles avaient anticipé, les prix sont plus petits, donc les entreprises produisent moins, licencient, et donc on se situe à court terme ici, en Y étoile. Bien, mais ça c'est à court terme, c'est-à-dire compte tenu des erreurs d'anticipation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les agents revoient leurs anticipations? Donc je rappelle que la modification de AS se produit uniquement quand les individus revoient leurs anticipations d'inflation. Les individus constatent que P2 était inférieur, est en fait le prix constaté est inférieur au prix qu'ils avaient anticipé. Et donc à la période prochaine, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien le prix anticipé en période 2 sera forcément inférieur au prix anticipé en période 1 puisqu'ils révisent leurs anticipations, ils se sont trompés, les prix sont plus faibles que prévu, donc ils révisent leurs anticipations. Donc s'ils révisent leurs anticipations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils demandent une hausse de salaire plus faible, ils n'ont pas besoin de demander des hausses de salaire vu qu'ils ont déjà gagné en pouvoir d'achat. À la limite, ils sont même prêts à baisser leur salaire, alors peut-être pas baisser leur salaire, mais en tout cas, ils sont tout à fait d'accord sur le fait que le salaire va pas augmenter étant donné qu'il y a déjà eu une baisse des prix, donc une hausse du pouvoir d'achat pour eux. Et donc, si ils anticipent une inflation plus faible en période 2, eh bien, on construit une nouvelle fonction AS, vous voyez, où on part d'un niveau des prix, vous voyez, plus faible qu'avant, anticipé. Donc, sur cette nouvelle courbe AS, on aura donc les prix anticipés en 2 égaux au prix, ça nous donne un point avec le revenu potentiel, et là on aura, vous voyez, une nouvelle fonction AS 2. Et en fait, donc avec cette nouvelle fonction AS pour des prix anticipés plus faibles que prévu, vous voyez qu'en fait ça correspond en fait à une augmentation de l'offre globale. Elle se déplace vers la droite. Donc l'offre globale augmente quand on révise les anticipations. Si on révise des anticipations d'inflation à la hausse, dans ce cas-là, l'offre globale diminue. Si les anticipations d'inflation sont révisées à la baisse, c'est-à-dire on anticipe une baisse de l'inflation ou une baisse de la hausse des prix, eh bien l'offre globale augmente puisque les individus n'ont pas besoin de demander beaucoup de salaire étant donné qu'ils savent que les prix se ralentissent, donc que leur pouvoir d'achat est maintenu. On constate que on a un certain nombre de mouvements successifs. Ici, on était en E1 écart récessionniste. Les individus voient qu'en fait le prix a diminué, le prix constaté il est là en fait, il est inférieur au prix qu'ils avaient anticipé. Donc on est là. Ils révisent leurs anticipations en fonction de ce nouveau prix. Donc ils vont considérer maintenant que le nouveau prix qu'ils anticipent PA2, il est à ce niveau-là. Et donc ça nous construit une nouvelle fonction AS qui part d'un nouveau point de départ avec le revenu potentiel et les prix anticipés. Nouvelle fonction AS ici. Mais vous voyez que ce déplacement de AS n'amène pas un équilibre forcément
entre l'offre et la demande globale pour ce niveau de prix. Donc il va y avoir en fait des révisions d'anticipation successives. Regardez ce qui se passe en ce point-là. Regardez, vous voyez ici. Vous voyez, ça c'est ce qui nous mènerait au revenu potentiel, sauf que la rencontre entre la nouvelle courbe AS et l'ancienne courbe AD se fait ici. C'est-à-dire pour des prix qui sont quand même plus faibles, encore plus faibles que ce qui avait été anticipé. Donc il va y avoir un nouveau mouvement de révision des anticipations à la baisse. Donc les prix anticipés en période 3 seront encore inférieurs aux prix anticipés en période 2. Donc on va anticiper des prix vous voyez, encore plus bas. Et donc on va avoir AS qui va se décaler encore vers la droite. D'accord, jusqu'au moment où, en fait, jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où les prix, donc jusqu'à ce que le prix constaté, Pn, le prix constaté en période n, soit égal au prix anticipé en période n. Et quand ce sera le cas, ça voudrait dire qu'on aura une courbe AS en période n, d'accord, qui rencontre la courbe AD à un niveau où, ici, à un niveau où les prix anticipés en n seront égaux au prix constaté. C'est-à-dire ici, si vous regardez ici, on a la rencontre entre AD ici, AS ici, pour un niveau de prix qui est exactement le niveau des prix constatés. Donc à ce niveau-là, on est au revenu potentiel, et le niveau de chômage, c'est le taux structurel de chômage, et il n'y a pas de chômage conjoncturel. Et regardez en fait ce qu'a fait AS. Vous voyez, AS, on s'est déplacé de sorte à ce que, en fait, si vous prenez AS ici, on peut tracer AS de long terme. Donc à long terme, l'économie s'est donc dirigée vers cette position de long terme entre AS et AD. Donc juste pour le refaire proprement, on est parti de, vous voyez, AD, pardon. On avait AS qui était là, d'accord, et on sait que le niveau pour lequel les prix anticipés étaient égaux au prix, c'était celui-là. Donc on était en écart récessionniste puisque le revenu potentiel il est là, et le point d'équilibre ici, il est là, donc pour des prix inférieurs. Et donc ce qui s'est passé, c'est que eh bien AS se déplace, vous voyez, et donc on arrive, donc on passe de ce point-là à ce point-là. Donc AS se déplace vers le bas et va se déplacer vers le bas jusqu'au moment en fait où AS va croiser AD ici. C'est-à-dire à un niveau pour lequel on est au revenu potentiel, donc au chômage structurel. Et en ce point-là, on sait qu'on va avoir une courbe AS qui va être comme ça. Voilà, donc AS va se déplacer autant de fois que possible. Les individus vont réviser leurs anticipations autant de fois que possible jusqu'au moment où on va arriver là. Et quand on est là, on sait que par construction, par définition, le prix est égal au prix anticipé. Donc, c'est ce qui permet d'expliquer la dynamique de court terme et long terme. Imaginons que on ait des prix égaux au prix anticipé qui nous donnent un revenu potentiel et un chômage structurel. D'accord, ici. Donc ici, on a la fonction d'offre de long terme, AS de long terme. Autour de ça, on a une fonction d'offre de court terme, AS1. Imaginons que, parce qu'il y a une crise économique, la demande globale croise l'offre globale, non pas en ce point anticipé, mais en un point inférieur pour un niveau de prix constaté plus faible, parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a une politique d'austérité, d'accord, et donc ça trompe les anticipations. Donc là, on a le niveau des prix, vous voyez, qui est inférieur au niveau des prix anticipés, puisque le niveau des prix anticipés, il est là. Donc si on est dans ce cas-là, on peut soit dire que on est dans une situation où effectivement là, on a du chômage conjoncturel, puisque le niveau de revenu est inférieur au niveau de revenu potentiel, donc on a du chômage conjoncturel, on a du chômage lié peut-être à cette crise économique ou à ce revirement d'anticipation. Si vous êtes plutôt laissé faire, laissé passer, c'est-à-dire si vous croyez à l'ajustement des marchés, vous allez laisser le temps qu'il faut pour que les individus révisent leurs anticipations, et la révision des anticipations des individus et la négociation sur le marché du travail va faire se décaler à terme AS successivement jusqu'au moment où il n'y aura plus de tromperie, il n'y aura plus d'erreur d'anticipation de l'inflation, ici, là, vous voyez. Donc on sera revenu au revenu potentiel, on sera revenu au niveau de produit potentiel et chômage structurel. Donc en fait l'effet de la crise aura été oublié parce qu'il y aurait eu un déplacement, une augmentation de l'offre globale par révision des anticipations jusqu'au moment où les prix constatés seront égaux aux prix anticipés.
Mais la critique, qu'on pourrait dire une critique un peu keynésienne, elle est de dire que ce mouvement de l'offre globale qui permet donc, via la baisse des prix, en fait, comment ça se passe? Les individus constatent que les prix sont plus faibles qu'anticipés, donc ils constatent qu'en fait ils ont plus de pouvoir d'achat, ils sont prêts à dire on gèle les salaires, ou ils sont même prêts à dire on baisse les salaires. La baisse des salaires baisse le coût des entreprises, et par la flexibilité des prix, eh bien l'offre globale augmente, comme ça là, c'est ce que je dessine, et elle augmente, donc on augmente la production pour revenir au niveau de produits potentiels. Donc ça c'est, on va dire, la version laissons les marchés agir. Mais le problème c'est que ce déplacement de l'offre globale, cette prise en considération du fait que les prix peuvent baisser, les salaires peuvent baisser, ça peut prendre énormément de temps. Et comme ça peut prendre énormément de temps, il peut être intéressant pour les pouvoirs publics, ça c'est une approche plutôt keynésienne ou peut-être néo-keynésienne, je sais pas, peu importe les labels. Il peut être intéressant de dire, on sait qu'AS va bouger vers AS2, mais ça va prendre un temps infini. Pourquoi ça prend un temps infini? Parce que, regardez, ici, les points là, c'est la fonction d'offre globale de long terme. Et comme disait Keynes, à long terme, on est tous morts. Donc si on veut agir maintenant, la solution, ça peut être ce qu'on a vu en début de cours, c'est-à-dire essayer de jouer sur la demande globale, faire une politique de relance, creuser le déficit public, faire une politique de relance, de sorte à ce que AD se déplace vers la droite. Voilà, et qu'on retrouve plus rapidement le point d'équilibre du revenu potentiel, peut-être même dépasser, aller chercher quelque chose par ici, et ne pas compter sur la fonction d'offre globale et sur son déplacement, car ça prendrait trop de temps. Évidemment, l'autre politique que l'on pourrait qualifier de politique structurelle, imaginons que ça ce soit le produit potentiel, ici on a AD, et donc là, à partir de là, on aurait AS, et donc là, on est dans une situation où les prix sont correctement anticipés. Une autre solution, ça peut être de dire, bien, si le seul chômage qu'on a, parce qu'on n'a plus de problème au niveau de la demande, parce qu'on a laissé AS se positionner au bon endroit, on n'a plus de problème de demande, mais on a quand même, si vous voulez, un taux de chômage structurel, c'est-à-dire qu'on n'est pas au plein emploi. Si vous vous souvenez des vidéos sur le marché du travail, on n'est pas au plein emploi. Si on veut continuer de se décaler vers peut-être le plein emploi qui serait ici, ce qu'il faut faire, c'est une politique structurelle, c'est-à-dire réformer le marché du travail, de sorte à ce que les problèmes que l'on observe sur le marché du travail, le marché dual, des salaires trop rigides, etc., permettent de déplacer la fonction d'offre de long terme vers la droite, auquel cas, eh bien, on aurait une marche vers l'équilibre pour revenir à une situation plus à droite et donc forcément vers un revenu qui est plus proche du plein emploi.